Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le jeu à l'honneur cette semaine, le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, la Switch est dans les starting blocks, Pierre Fontaine a pu la prendre en possession et il a commencé une série de vidéos rien que pour vous, extraits dans ce JTech. Horizon sort la semaine prochaine, nos journalistes de 100% Gaming l'ont testé, ils vous donnent leur première impression. David Nogueira s'est promené sur les routes portugaises au volant de la nouvelle BMW Série 5, il a testé son autonomie, un saut technologique au programme. Et enfin, on vous montrera une clé USB 2 Tera. Je vous laisse tout le début de l'émission pour deviner son estimation de prix. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Elle débarque en vente dans moins d'une semaine, la Nintendo Switch. La rédaction de 01net est en train de la tester, vous verrez les résultats la semaine prochaine. En attendant, voici un premier coup d'œil de Pierre Fontaine avec Zelda dans la boîte. En fait, ce nouveau Zelda est à l'image d'une des nouveautés, les brochettes qui permettent à Link de regagner de la vie. C'est une succession, une enfilade d'inspirations, d'observations que Nintendo a faites un peu sur le marché des RPG. Alors on va trouver par exemple du Monster Hunter pour certaines gestions d'inventaire ou de confrontation de monstres, et puis aussi l'Elder Scrolls, pourquoi pas. Donc c'est vraiment une succession d'influences qui font qu'on a un peu l'impression parfois de perdre le Zelda qu'on connaît de vue, mais qu'on retrouve par petites touches de ci, de là. Par exemple au niveau de certains lieux ou évidemment de certains personnages qu'on retrouve au fil de la saga et qu'on retrouve dans cet épisode. Il y a deux gros aspects qui émergent de ce Zelda. D'une part, c'est l'espèce de volonté de pousser à la survie. On va devoir récolter beaucoup de fruits, de champignons, tuer des bestioles pour avoir de quoi manger, ce qui est qui est sympa mais qui est un petit peu contraignant parfois. Et puis on a aussi un côté plus contraignant au niveau survie, c'est la facilité avec laquelle les premières armes qu'on a vont se détruire pendant les combats, ce qui nous impose de changer rapidement d'arme pour pouvoir continuer à ne pas se faire laminer contre différentes bestioles. La deuxième nouveauté de ce Zelda, c'est la possibilité d'explorer littéralement tout le monde, où on veut, quand on veut. Le Link qu'on incarne peut grimper aux arbres, peut grimper sur des façades, mais peut aussi escalader les pentes les plus raides, les montagnes les plus abruptes. Et du coup, ça ouvre complètement le monde, on le découvre avec grand plaisir, un peu dans le sens qu'on veut, même si on peut suivre effectivement les quêtes principales, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de s'immerger dans ce monde d'Hyrule qu'on arpente depuis des décennies déjà. Vous le savez sans doute déjà, la Nintendo Switch propose 3 modes de jeu, un mode de jeu de salon assez classique, un mode de jeu mobile, portable, également assez connu, et puis un mode hybride, un mode semi-nomade on va dire. On va vous montrer comment ça fonctionne. Alors en mode mobile c'est tout simple, on prend la tablette et ensuite on va prendre le Joy-Con de gauche et on remarque que sur le côté on a une sorte de petite réglette métallique. On descend donc le Joy-Con jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Voilà. Après on reproduit la chose avec le Joy-Con de droite. Même petit clic. Les deux Joy-Con sont de base appairés avec la console. Si on veut rajouter d'autres, on le fait via l'interface. Mais voilà, on est pareil pour la partie mobile. Si on veut passer de la partie mobile à une autre partie, on appuie juste sur le petit bouton qui est fixé sur le Joy-Con, à l'arrière du Joy-Con, sur le petit bouton noir. On appuie, on tire vers le haut et ça se déverrouille sans aucun problème. Vous voulez maintenant jouer dans votre salon. Alors la première chose à faire, voilà, c'est évidemment de brancher votre console dans le dock. On retrouve le petit rail métallique, on glisse le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit et on se retrouve donc avec une manette assez confortable, bien qu'un peu étroite, qui permet de jouer seul avec les Joy-Con. Maintenant, il va falloir s'occuper de brancher le dock au téléviseur. Alors bon, pour le branchement à l'arrière du téléviseur, vous n'aurez qu'à brancher le câble HDMI, ça je vous laisse faire, vous devriez vous débrouiller. En revanche, on va juste voir les câbles, les ports qui sont à l'arrière du dock. On trouve un port HDMI, un port USB et le port pour l'adaptateur, c'est-à-dire pour alimenter la console, la recharger pendant qu'elle tourne dans le dock.
C'est l'un des jeux de rôle action les plus attendus du moment. Horizon Zero Dawn sort le 1er mars prochain. Aymeric Siméon de 01net et Arnaud de Kayser de Jeux Vidéo Magazine l'ont testé. Ils vous donnent leur première impression. Pour moi, c'est le plus beau jeu de la PS4 actuellement. Il y a des effets de lumière qui sont hallucinants. Est-ce que tu valides avec le tampon Ouais, 01net ce oui, que dit Arnaud? Oui, tout à fait. Et surtout, alors moi j'ai la chance de pouvoir y jouer sur PS4 Pro. Donc en plus, c'est un des jeux qui en tire quand même, plutôt bien parti, hein, on va pas se mentir. Bon, après, je serais un peu plus nuancé sur la patte graphique, etc. Techniquement, peut-être des petites choses encore que j'aurais amélioré. Par exemple, question du faciès, toutes les expressions faciales. De temps en temps, elles sont peut-être pas assez poussées. Et puis, moi, je me suis retrouvé contraint ou en tout cas handicapé par certains aspects du jeu. Par exemple, j'ai envie de grimper sur une falaise, c'est pas toujours possible de s'accrocher, alors que pourtant on pourrait tout à fait le faire. Il va falloir trouver un autre chemin, etc. C'est pour ça. Bon, je pense quand même qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles on bute, mais il faut quand même pas oublier que c'est le premier jeu en open world de Guerrilla, qui était pas tout à fait versé dans cet art-là avant, hein, parce que c'est eux qui ont fait Killzone, donc qui est un FPS, qui est un autre registre. Là, on est vraiment sur une grande latitude, une grande liberté d'action finalement. Et comme tu le disais, on n'est pas, et d'ailleurs, il est même formellement déconseillé de se la jouer bourrin, c'est-à-dire d'arriver, des robots, je cours, j'essaye d'avoiner tout le monde avec mon arc, etc. Non, pas du tout la bonne approche, parce que suffit qu'un monstre vous saute dessus, à peu près 3-4 coups de cuillère à peau, c'est plié. Hein, vous êtes ça va très bien. Pas mal de commentaires sur Il y a l'aspect réaliste, enfin, du coup. Ouais. Ça reste assez réaliste, du coup. Ça reste assez réaliste, ouais. T'en prends plein la courge, bon, pas indéfiniment, quoi. Voilà. Plein la courge, je crois qu'on va retenir ce petit passage de ce 100% gaming. J'en ai plein. Némari qui nous dit c'est beau, quand même sur YouTube, on salue Némari. On a Benjamin aussi qui nous dit c'est super beau, mais j'ai peur que ça soit vide. Est-ce que c'est un jeu qui peut être considéré comme, qui peut être ressenti comme vide? Alors au début, si je peux me permettre de je t'en prie, vas-y donc. Au début, c'est un peu vide, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment les 3-4 premières heures, c'est vraiment un gros tutoriel, je trouve, pour t'apprendre un petit peu à jouer. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'on se dit, bon, il n'y a pas de quête annexe, ni rien. Et quand on ouvre un peu plus la carte, quand on arrive plus dans la seconde zone, je dirais, sans vouloir spoiler, là, ça commence à s'ouvrir. Et là, il y a de plus en plus de gens qui te proposent des quêtes. Tu commences un petit peu mieux aussi à comprendre comment marche le système de chasse, etc. à côté, donc tu as plus de choses à faire. Tu as des bonus à découvrir qui se débloquent aussi. Donc, si finalement, au bout d'un moment, ça devient vraiment ouvert avec des choses à faire. Encore un super essai de David Nogueira. La BMW Série 5 fait un grand pas en avant vers l'autonomie. Il nous explique tout ça dans ce nouveau numéro de 01 Drive. Et on commence évidemment par ce qui interpelle le plus, le grand écran 10,2 pouces, alors qui est tactile, puisqu'on peut effectivement défiler dans les menus, sélectionner la navigation, zoomer, comme on le ferait sur un écran de smartphone, et comme vous le voyez, eh bien c'est même plutôt réactif. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, on le sait, vous réagissez souvent sur les lenteurs des interfaces. Là on vous le dit, c'est plutôt correct et même voire très bon. Alors cette interface, elle a en plus la particularité d'être gérée sous la forme de tuiles. On voit ici, chaque entrée représente une fameuse tuile qu'on peut en plus dézoomer pour personnaliser, puisque j'ai ici communication, médias, radio, la navigation, les informations sur le véhicule, les notifications, lorsque par exemple vous aurez laissé une portière ouverte, et les fonctions de Connected Drive comme la météo, mais je peux surtout déplacer ces tuiles pour qu'elles apparaissent selon mes préférences dans le menu principal. Et alors de cet écran tactile, on va descendre un petit peu plus bas pour s'intéresser cette fois-ci aux différents boutons de raccourci qui sont ici. En l'occurrence, il y en a 7 et qu'on peut personnaliser, puisque par exemple sur le bouton 1, d'abord il y a une indication lorsque je pose tout simplement le doigt sur le bouton. Par exemple, le raccourci numéro 1, je vois qu'il me permet d'actionner sur le GPS la destination Perafita, avenue Mario Brito. Si je clique, automatiquement la destination va m'être proposée sur le GPS, mais je peux aussi sélectionner d'autres raccourcis. Par exemple, le numéro 5 m'enverra vers une fonction avec une orientation de la cartographie avec l'orientation nord donc, mais par exemple la fonction numéro 6 m'indiquera que je vais basculer sur la radio commerciale. Si je clique, automatiquement la station change. Une clé
clé USB de 2 Teraoctets, un maximum de données dans un minimum d'espace, et bien cela a un coût. Les précisions de François Bedin. Cela étant, ils avaient quand même sorti la 512 Go, la 1 Tera, donc on se disait que quelque part, ça va aller, voilà. Ils allaient quand même sortir aussi à un moment donné la 2 Tera, et donc ils ont réussi cet exploit, en attendant la 4 Tera peut-être, je sais pas. Mais c'est immense quand même, hein. C'est vraiment une grosse clé, quoi. Oui, parce que je pense qu'à l'intérieur, ils doivent mettre en fait plusieurs petites cartes contenant les puces mémoire. On peut pas mettre qu'une ou deux puces, il faut en mettre plusieurs. Parce que la mémoire c'est miniaturisé, mais pas jusqu'à ce point-là, quoi. Alors la question évidemment qui vient tout de suite à l'esprit, c'est combien ça coûte? Alors on a eu en avant-première, donc pour l'instant le prix n'est pas encore officiellement fixé. Mais moi j'ai fait un calcul très simple, c'est que j'ai pris la 1 Tera et j'ai multiplié par 2, donc j'arrive. C'est malin. J'arrive à 2000 €. 2000 €. Voilà. Donc donnez-moi ça, mais je vais 2000 € avec. Donc on verra si c'est plus ou c'est moins, mais ça va sûrement tourner dans ces eaux-là parce que c'est quand même c'est ce que j'appelle un produit élitiste, c'est-à-dire que voilà, c'est réservé. C'est pour des besoins très particuliers. C'est pour la première fois que j'ai une clé USB qui coûte plus cher qu'un ordinateur. Alors il la livre dans une belle petite mallette. Ouais, la petite boîte. Dans la petite boîte, il y a un petit sac et surtout il y a une rallonge parce que le problème de la clé c'est qu'elle est épaisse. Bah oui, voilà, il n'arrive pas à la mettre le pauvre Donc François, voilà, ça. Non mais je suis en train de voir l'ordinateur. Pendant que vous discutez, je l'ai branché sur mon PC pour voir si effectivement t'es pas en train de nous arnaquer, parce que François, j'ai confiance en toi, mais je voulais bien voir si effectivement quand je fais propriété, on va faire le test du test sur la clé USB, j'ai 2 Tera. Mais continuez pendant ce temps-là. Alors on va parler peut-être un peu des perfs. Donc j'ai 1 Tera 80. 1 Tera 80 parce qu'en fait c'est le formatage. C'est la façon dont un Windows de calculer, il prend pas des puissances 2000 mais des puissances 2024 et donc ça peut prêter des fois à confusion. Bien sûr. Cette explication. C'est pour ça que voilà on voit toujours moins. Voilà. Donc on parle un peu perf. Ah bah oui. Alors donc ils annoncent 300 mégaoctets par seconde en lecture, 200 mégaoctets en écriture. Moi, je l'ai testé. Je suis arrivé à 340 mégaoctets par seconde en lecture, ce qui est excellent, et 180 mégaoctets par seconde en écriture, ce qui est plutôt bien. Mais ça ne marche qu'avec les gros fichiers, c'est-à-dire les grosses vidéos. Là, on obtient effectivement ces débits. Dès que c'est des petits fichiers, alors les fichiers bureautiques, c'est la catastrophe. Ah bon? Et puis les petites photos, ils n'arrivent pas à gérer correctement la chose. J'avais déjà vu ça sur d'autres clés, où justement, elle était très bonne pour les gros fichiers, pour les petits fichiers. Voilà, c'était déséquilibré. Et c'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous dire le sujet que vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.